Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et le face-à-face aujourd'hui, et c'est quelqu'un que je connais pas, non, que je connais bien, et que nous sommes heureux d'accueillir à chaque fois, Éric Zemmour, qui est le fondateur et le président de Reconquête. On va pas raconter tout ce qui s'est passé depuis déjà on va pas raconter le journaliste, on va pas raconter le politique, on va raconter ce qui est en train de se passer. Et je me dis, Éric Zemmour, puisque nous arrivons au seuil de l'été, que nous allons peut-être faire une espèce d'état des lieux. Et d'état des lieux basé sur des choses extrêmement précises. Et je voudrais commencer quand même avec vous sur ce qui s'est passé quand même avec une espèce de drôle. Si c'était pas tragique, ce serait drôle de coïncidence avec le verdict Boualem Sansal à l'Algérie, 5 ans de prison ferme, et on attend, avec cette riposte erdue, on attend la grâce présidentielle de Monsieur Tebboune, qui aura lieu ou pas, mais on ne sait pas, évidemment. En attendant, Monsieur Barreau-Pry et Monsieur Bayrou médite. Et puis Christophe Glaise, ce journaliste qui est plutôt d'ailleurs de gauche, peu importe, qui était depuis en résidence très surveillée en Algérie depuis 6 mois, on ne le savait pas, et on apprend qu'il vient de récolter 7 ans de prison en Algérie. Je voudrais savoir, et ce qui s'est passé, repartons Boualem Sansal, vous avez évidemment suivi ça, riposte graduée, nous n'allons pas nous laisser faire, etc. Qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays ? Je dirais 2 choses. La première, l'impuissance du politique depuis 40 ans. La seconde, l'incompréhension de la classe politique, de toute la classe politique, de Marine Le Pen à Macron, en passant par Retailleau et tous. Je mets tout le monde dans le même sac, je vais vous dire pourquoi. L'incompréhension de ce qui se passe dans le monde arabo-musulman, et en particulier vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'Occident. Première chose, l'impuissance. Vous avez vu, M. Retailleau parle de riposte graduée depuis des mois, et à Alger, on rigole. Et comme vous l'avez dit avec humour, et heureusement que vous gardez votre humour, vous avez bien raison, le ministre des Affaires étrangères, pendant ce temps-là, prie les Algériens prie pour la grâce. De faire un geste de gentillesse. Oui. Voilà où nous en sommes, voilà où en est la France. Pendant ce temps-là, Donald Trump met 24 heures pour faire céder les pays d'Amérique du Sud qui ne veulent pas reprendre leurs clandestins. 24 heures. Et pendant ce temps-là, M. Retailleau continue d'accepter la naturalisation de milliers, de dizaines de milliers d'Algériens, continue de donner des visas de séjour aux Algériens en masse, etc., etc. Et d'ailleurs, ça m'a amusé, je fais une petite parenthèse, oui. Ça m'a frappé, parce que quand on a demandé à M. Retailleau qu'est-ce qu'il pensait de ce qu'avait fait Trump avec les Iraniens, le bombardement des sites nucléaires, il a eu cette réponse que je trouve très de politiciens français, très marquante. C'était une mauvaise réponse à tes bonnes questions. Oui, ce que disait Fabius pour le Rassemblement national. C'est pour ça que je vous dis ça. Oui, ça m'a rappelé évidemment Fabius dans les années 80. Ouais. Si on avait écouté les réponses de Jean-Marie Le Pen, on n'en serait pas là. Et là, c'est la même chose. Les politiques français, les politiciens français ont pris l'habitude de ne rien faire et de s'offusquer des gens qui font. Bien ou mal, hein. On peut critiquer Trump, on peut critiquer les autres, c'est pas le sujet. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et là c'est beaucoup plus profond, et d'après moi c'est beaucoup plus important. Il y a une incompréhension de ce qui se passe dans le monde arabo-musulman. Qu'est-ce que fait l'Algérie profondément vis-à-vis de la France ? Elle veut effacer les traces de tout ce qu'a fait la France pendant 132 ans de colonisation. Vous pensez que ça va jusque-là ? Oui, je pense que ça va jusque-là. Effacement du passé, faisons table rase. Exactement. Et j'ai plusieurs, d'ailleurs, clés d'explication. D'abord, c'est ce qu'a toujours fait l'islam dans l'histoire de l'islam. Ils ont effacé les traces de Carthage, en Tunisie. Ils ont effacé les traces de tout le monde anté-islamique. Deuxièmement, on voit bien que depuis quelques années, on efface la langue française.
Vous avez vu qu'elle a été supprimée, et remplacée par la langue arabe comme langue de l'école, ce qui a entraîné un effondrement du niveau scolaire algérien. J'avais un ami de mon père qui disait, tu as vu, on est très fort en Algérie, on est analphabète bilingue. Ça, c'est la conséquence de l'arabisation. Je rappelle que vous êtes vous-même d'Algérie. Mes parents sont nés en Algérie et mon père parlait très bien arabe, donc évidemment, il avait des amis d'Algérie. Mais à l'époque, il se moquait en permanence de l'Algérie, donc c'était assez drôle et l'autodérision est une preuve d'intelligence. Donc ils veulent effacer tout ce qu'a fait la France en Algérie. Et il faut bien comprendre cela comme ça. Et par ailleurs, il y a une volonté de plus en plus consciente de certains dirigeants algériens de se venger de la colonisation française par une colonisation algérienne en France. J'en fais pour preuve une boutade qui s'était permise le président Tebboune il y a un an, je crois, dans un journal français, et à qui il a dit les Français devraient nous donner des visas de 132 ans. 132 ans, c'est évidemment la durée de la colonisation française entre 1830 et 1962. Donc il y a cette double ambivalence. Premièrement, islamisation massive, avec la complicité d'ailleurs de tous les réseaux, frères musulmans et tout, qui avaient combattu pendant la guerre civile. Ils se sont réconciliés. L'armée, le FLN et les islamistes se sont réconciliés en dépit des années noires des années 90. En dépit de la guerre. Ils se sont réconciliés sur un projet, l'islamisation de la société algérienne à la manière turque, si vous voulez, d'Erdogan. Et par ailleurs, haine de la France, enseignée depuis le primaire, et surtout, on leur enseigne non seulement la haine de la France, mais le fait que pour eux, la colonisation les a spoliés, les a pillés, alors qu'en vérité, il n'y avait rien à piller. Je le répète assez, l'Algérie était un cloaque. Et c'est la France, tout ce qu'a aujourd'hui l'Algérie vient du travail des Français. Vous n'y allez pas un peu fort quand vous dites l'Algérie est un cloaque? Cher Alexandre, je vous assure qu'il faut lire les visiteurs français, anglais, occidentaux qui visitaient l'Algérie au XIXe siècle. C'était une catastrophe. D'ailleurs, tout le monde le disait à l'époque. Donc il y a une espèce de revanche à prendre. Exactement, et que l'on prend de provocation revanchard, de volonté d'effacer la trace de la France. Et je crois que c'est ça qui explique. Et notre classe politique ne comprend rien à cela. Elle croit que... Est-ce qu'elle ne comprend rien? Alors justement, je voudrais... Elle ne veut rien comprendre. Parce que c'est un chapitre, nous en avons beaucoup d'autres à en parler, mais Éric Zemmour... Comment vous expliquez, au-delà, vous avez dit 40 ans mais comment vous expliquez, ça fait quand même des mois, on parle de l'histoire de Boualem Sansal, mais d'autres, vous rappelez que c'est influenceur algérien qui était renvoyé en Algérie, évidemment l'Algérie a dit, il n'est pas question de les prendre, ils rentrent en France. Alors, qu'est-ce que ça dit de la politique française? Vous dites, ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre? Quand je dis ils ne veulent pas comprendre, par passivité ou autre? Les deux, mon général. Il y a une incapacité à comprendre le conflit dans la classe politique française. Le conflit? Le conflit, oui. Ah oui, en tant que on refuse le conflit. Ouais. On refuse le conflit. On croit qu'on va tout obtenir par la négociation, par le verbe. On refuse le conflit. Or, on n'obtiendra rien sans accepter le conflit avec les dirigeants algériens. Il faut un rapport de force partout. Il faut un rapport de force. Et nous avons des armes. Et nous devons établir une vraie politique d'immigration, d'anti-colonisation de la France par l'islam, qui serait un arrêt réel des visas d'entrée et des naturalisations. Sur les 100 000 naturalisations de 2023, il y a encore un tiers d'Algériens. Pourquoi ? Pourquoi M. Retailleau autorise-t-il cela? Il peut arrêter. Il n'a pas besoin d'une loi. Il peut arrêter tout seul. Pourquoi continue-t-il d'accepter des visas venus de l'Algérie et des autres pays maghrébins et africains? Vous savez que, je ne vous parle même pas de l'inefficacité de la politique de renvoi, vous connaissez les chiffres. 10 000, 100 000... Et ne parlons pas de l'OQTF. Voilà, 100 000 OQTF délivrés, 10 000 exécutés. Vous savez que l'Algérie, mais vous le savez sans doute, qui se plaint dès que on touche à un orteil de ces OQTF algériens, elle renvoie des milliers et des dizaines de milliers d'immigrés africains dans le désert avec un coup de pied aux fesses.
Ça, évidemment, nos médias, sans eau, sans médicaments, sans rien. Le désert, c'est par là. Merci, au revoir, revenez à ce moment-là. Vous savez, comme dans Le Père Noël est une ordure. Et ça, les médias français n'en parlent guère, on dira. C'est vrai. Alors justement, mais ça nous amène justement à cet autre chapitre, et nous avons eu, puisque quand nous avons annoncé votre venue, évidemment beaucoup de tweetos et autres, et nous ont écrit, nous ont mailé, etc. Ça nous amène à l'Europe. Mais est-ce qu'on ne va pas vous dire, alors justement, parce que c'est la question qui revient toujours, et très souvent, que ce soit sur les OQTF, que ce soit sur les renvois, que ce soit sur... Eh bien oui, mais on ne peut plus rien faire, l'Europe est là. Et... pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent on dit oui, mais enfin, Éric Zemmour, sur l'Europe, il est ambigu, il sait très bien, il devrait savoir, je vous répète, la Vox Populi, en tout cas, une certaine... Non, oui, une certaine Vox Populi. Une certaine Vox Populi, nous sommes d'accord. Mais qui dit 80% des lois françaises sont dictées par l'Europe, et il n'est pas clair sur cela. Alors, je ne dis pas Frexit ou pas Frexit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, Éric Zemmour, quelle est la marge de manœuvre? J'ai compris votre question. D'abord, je ne suis pas ambigu. Je suis contre le Frexit. C'est clair. Ça ne peut pas être moins plus clair. Pour des tas de raisons, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Deuxièmement... Mais là-dessus, justement... Oui, je vais vous répondre. Ouais. Deuxièmement, je note que les Anglais qui sont sortis de l'Union européenne sont passés en quelques années, sous la férule de M. Johnson, qui était le patron des Brexiteurs, de 300 000 entrées légales à 700 000 entrées légales. Et en plus, ils ont troqué les Polonais pour des Afghans et des Pakistanais. Grande réussite du Brexit. Deuxièmement, je suis d'accord pour dire que, effectivement, il y a de nombreuses lois. On dit 80%, c'était le mot de Jacques Delors il y a 40 ans. C'est vrai. On n'a rien inventé. Mais enfin, c'est quelque chose. Des directives européennes qui sont des simples traductions, transplantations, etc. Bon. Et que la Cour européenne des droits de l'homme passe son temps à interdire tout renvoi d'Algériens ou de Maliens, parce que les geôles algériennes et maliennes ne sont pas des hôtels 4 étoiles. Maintenant, il faut bien comprendre quelque chose. Imaginons qu'il n'y ait pas l'Europe. Imaginons que nous ne sommes pas tenus par les directives européennes. Voilà, exactement. Nous aurions quand même le Conseil constitutionnel qui empêcherait, comme on l'a vu, toute législation anti-immigration. Je vais vous parler de cela au nom de l'interprétation de la Convention des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme, du préambule de la Constitution, etc. Nous aurions des juges de première instance qui refuseraient l'expulsion des clandestins sous prétexte aussi de respect de telle convention, etc. Nous aurions exactement la même chose. Vous savez, monsieur Barre, Premier ministre entre 76 et 81, a voulu arrêter le regroupement familial décidé par son prédécesseur, monsieur Chirac. C'est le Conseil d'État qui l'en a empêché par un arrêt célèbre, qui est un arrêt Gisti en 1978. Vous avez vu l'Europe là-dedans? Aucunement. Donc, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème français. Absolument. C'est d'abord un problème français. Nous devons résoudre... Vous savez, j'ai écrit Le coup d'état des juges en 1997. Nous devons résoudre d'abord notre problème français. C'est-à-dire que nous devons empêcher le Conseil constitutionnel de gouverner. Je dis bien empêcher le Conseil constitutionnel de gouverner. Pour cela, c'est simple. Nous devons faire passer les grands textes, en particulier sur l'immigration, par référendum, parce que, comme disait Robert Badinter lui-même, là où le peuple parle, le juge se tait. Robert Badinter. Article 3 de la Constitution, le référendum. Mais vous savez que Laurent Fabius dit le contraire, mais peu importe. Et deuxièmement, nous devons modifier la Constitution sur 2 points. Nous devons expliquer désormais que quand le Conseil constitutionnel rend inopérant un texte de loi, si le gouvernement estime que ce texte est essentiel, il pourra le remettre devant l'Assemblée. Et si l'Assemblée et le Sénat l'adoptent, même à une majorité spéciale, elle sera considérée comme adoptée. Il ne faut pas que le Conseil constitutionnel ait le dernier mot. Il ne faut plus. Ça s'appelait, vous savez, dans l'ancienne monarchie française, un lit de justice. Le roi venait et disait
les parlements d'Ancien Régime ont interdit ou n'ont pas enregistré tel édit, mais moi, j'estime que c'est important. Et bien là, c'est la même chose. Sauf que là, évidemment, le roi, c'est le peuple. Bon. Et deuxième réforme constitutionnelle, une réforme de l'article 55, qui dirait, vous savez, l'article 55, c'est celui qui dit les traités sont supérieurs aux lois. Ouais. On dirait les traités sont supérieurs aux lois, sauf aux lois postérieures. C'est-à-dire que si le Parlement vote une loi qui serait contraire à un traité ou à une convention internationale, c'est la loi qui gagnerait. Donc ça serait le rétablissement de la souveraineté nationale. La loi passe avant le traité. Exactement, dans les cas où elle serait postérieure au traité. Alors, et ça nous permettrait d'avoir un rapport de force, de rétablir la puissance du politique et donc du peuple sur le juge, et à ce moment-là, nous pourrons affronter les institutions européennes, parce qu'on n'en aurait pas fini, je ne dis pas le contraire. C'est évident. Mais je pense que on sera plus armé, on sera mieux armé. Exactement. En tout cas, on n'aura plus d'attaque sur l'arrière. On en parle tout de suite après une petite pause. On continue avec Éric Zemmour. Qu'est-ce qui se passe très exactement? Et vous vous dites ça, intéressant, on arrive à politique et au peuple. Encore faut-il qu'on écoute le peuple, pas comme un certain jour de 2005, de sinistre mémoire. De sinistre mémoire, je vous l'accorde. À tout de suite avec Éric Zemmour, on se retrouve dans 2 minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Éric Zemmour, j'aimerais vous faire entendre quelque chose qui passe dans tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux, c'est une jeune américaine qui parle de Paris. Voilà, pendant 30 secondes, mais écoutez, c'est tellement parlant. Be wrong, I love living in Paris, but it is not for the fucking weak. I want to be able to go outside right now and to be able to enjoy life, but I've been harassed so many fucking times in this goddamn city that I'm afraid to go anywhere fucking alone. And there's a whole beautiful city out there that I just want to see, but I'm actually fucking terrified. Elle est en larmes, et voici ce qu'elle dit. Elle dit « J'adore vivre à Paris, mais ce n'est pas pour les faibles. J'aimerais pouvoir sortir tout de suite et profiter de la vie, mais j'ai été tellement harcelé dans cette foutue ville que j'ai peur d'aller où que ce soit seul. Il y a toute une ville magnifique, Paris, que là-bas que j'ai envie de voir, mais j'ai vraiment peur d'y aller », dit-elle en larmes. Voilà. Vous savez, elle dit ce que disent toutes les Françaises et toutes les Parisiennes depuis des années. Cette pauvre jeune femme, évidemment, comme elle est américaine, elle découvre ça. Mais toutes les femmes françaises le savent. Toutes les femmes françaises le savent, que le soir, elles ne peuvent pas sortir en robe ou en jupe, qu'elles ne peuvent pas prendre le métro, qu'elles n'ont encore moins le RER, qu'il y a des quartiers qui sont interdits. Moi, j'entends ça depuis des années. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi, parce que toute une jeunesse arabo-musulmane et africaine les harcèle, les menace, parfois les viole, voire tue certains, comme le petit Elias, comme le petit Thomas, comme etc., etc. Je pourrais faire la liste. Toute votre émission ne donnerait pas assez de temps. Mais que les Arabes, est-ce que c'est pas toujours on dit les Arabes et les Africains subsahariens? Il n'y a pas que quand même. Je ne dis pas que tous les Arabes et tous les Africains sont des assassins, des voleurs, des violeurs, évidemment. Mais je dis que les agressions aujourd'hui sont, pour la plupart, mais vous savez, c'est une vieille histoire, j'ai dit ça il y a 15 ans, et j'ai été attaqué en justice et condamné, je n'empêche que c'était la vérité. Mais tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le dit. Aujourd'hui, ce n'est même plus un tabou, même M. Darmanin l'avait déclaré. C'est une évidence. Et d'ailleurs, c'est en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, entre le Coran qui leur explique que les musulmans ont le droit d'agresser des juifs et des chrétiens parce qu'ils sont au-dessus, et l'éducation nationale algérienne qui leur explique que la France les a pillés, donc ils doivent se venger, et donc profiter de toutes les aides sociales, et donc agresser les Français parce qu'ils les ont eux-mêmes agressés pour la colonisation. Tout ça est d'une cohérence impeccable. Tout ça s'explique. En plus, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, je pense qu'il y a un décalage historique entre l'éducation que nous avons subie, nous, en France, depuis des siècles, et l'éducation qu'ont subie
dans la civilisation arabo-musulmane, ce que Norbert Elias appelait le processus de civilisation. C'est-à-dire que la France, depuis des siècles, avec l'Église, avec la monarchie, a canalisé les violences d'abord de ses nobles, puis de la bourgeoisie, puis du peuple, qui par un processus d'autocontrôle de ses passions, de ses pulsions, de ses émotions, dit exactement. Un homme, ça Norbert s'empêche. Elias. Comme Exactement. disait, voilà. Ça, c'est le produit de plusieurs siècles de ce que Norbert Elias a appelé le processus de civilisation, qui n'a pas existé ainsi dans les pays arabo-musulmans. Là-bas, en Afrique et dans les pays arabo-musulmans, on a continué avec la vieille répression féroce, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autocontrôle, mais simplement une répression féroce. Et ça marche très bien aussi. Oui. Je ne critique pas. Mais là, le problème, c'est quand on laisse venir... on coupe la main, exactement. on coupe Quand on etc. laisse venir des gens qui n'ont pas subi ce processus de civilisation et qu'on les met sur le même sol que des gens qui ont subi ce processus de civilisation, il y en a qui, évidemment, sont beaucoup plus violents que les autres, et on voit le résultat. Les premiers sont des cibles pour les seconds. C'est tout. Et la folie, c'est d'avoir laissé ces millions d'arabo-musulmans et d'Africains rentrer en France, alors qu'ils ont évidemment des processus de civilisation différents. Oui, alors, Éric Zemmour, il y a une autre, je ne sais pas si c'est une folie ou pas. Pourquoi, et c'est ce que vous décrivez, on le sait, enfin, on le sait depuis des décennies, pourquoi on a laissé faire? Ah non, pourquoi on ne le sait pas. La nuit du PSG, voilà, de la Coupe des Champions, sursis. Non, il y a deux choses, mais on ne va pas revenir à la justice. Il y a deux choses. Il y a la première qui est que depuis l'après-guerre, on a estimé que les hommes étaient un universalisme mal digéré, que les êtres humains étaient tous interchangeables et qu'il n'y avait aucune différence culturelle entre les citoyens du monde, comme on disait. Ça, c'est la première chose. Et qui fait qu'on ignore ce que je viens de vous expliquer. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, mais là on revient à la justice, il y a une idéologie du syndicat de la magistrature qui, depuis 50 ans, explique que les délinquants sont en vérité des victimes, en particulier s'ils viennent des contrées arabo-musulmanes et de l'immigration arabo-musulmane. Et donc, les juges du syndicat de la magistrature, mais aussi les autres, ont tendance à excuser ces délinquants. Et c'est la culture de l'excuse. Oui, la culture de l'excuse, la culture de, si vous voulez, oui, la culture de l'excuse, la culture de du fait qu'ils considèrent qu'ils sont en vérité des victimes. Et donc il faut les rééduquer. Voilà. Donc le résultat, c'est qu'il n'y a plus de répression, qu'il n'y a plus de mise en prison. Je vous rappelle que pour tous les délits inférieurs à 2 ans, la prison est interdite. Loi Rachida Dati. La césure pour les mineurs. Les lois spéciales pour les mineurs, là aussi c'est la même chose. Récemment, on a vu le Conseil constitutionnel interdire de changer, non pas de bouleverser, mais de rendre un peu plus sévère la loi sur les mineurs, au nom de la loi de 45, sans comprendre que les jeunes de 45 n'étaient pas les jeunes d'aujourd'hui. Et la société de 45, où il y avait encore une autorité paternelle, n'était pas la société d'aujourd'hui. Et là aussi, on a encore le Conseil constitutionnel qui gouverne à la place des politiques, du Parlement et du peuple. Voilà, on a tout cet ensemble-là qui fait qu'on a... Donc c'est tout ça qu'il faut abattre. C'est tout ça qu'il faut abattre. Vaste programme, mais c'était le programme de ma candidature à la présidentielle, avec le retour de la prison, avec les constructions rapides de prison, avec des expulsions, des déchéances de nationalité, avec un alignement de la loi sur les mineurs sur les majeurs. Vous voyez, il y a tout un ensemble à faire. Éric Zemmour, je répète la question simplement. Tout ça, tout ce que vous décrivez, on peut le faire sans sortir de la mainmise européenne, de l'Union européenne. Cher, je vais vous dire, on peut le faire, et si quelqu'un veut nous arrêter, on le fera quand même. C'est-à-dire qu'on sortira de la Cour européenne des droits de l'homme, sans problème, mais sans problème. Et je veux bien voir la Commission européenne qui va arrêter la France, qui voudra faire ça. Je demande à les voir. Et je vais vous dire quelque chose. Non seulement je demande à voir, vous connaissez la blague de Jacques Chirac, quand est-ce que la Commission européenne me déclare la guerre, mais en plus, de plus en plus, il y a une majorité de pays qui en ont assez
de la Cour européenne des droits de l'homme, de la politique immigrationniste de la Commission européenne, de l'Italie au Danemark, en passant par la Suède, tous ces pays en ont marre de cette politique européenne et ils seront ravis de voir le renfort en allié de la France qui fera basculer toutes les majorités. Ça, je peux vous dire que le rapport de force ne sera plus en faveur des immigrationnistes et des pseudo-humanistes. En fait, la nouvelle doctrine politique devrait être quand on veut, on peut. On le voit avec Trump. Ouais. Et on le voit d'ailleurs dans des pays qui ont beaucoup moins de puissance. En Suède, il n'y a quasiment plus d'entrée d'immigration. En Danemark, c'est la même chose. Pourquoi ? Le Danemark a été condamné par la Commission européenne ? Oui. La Suède a été condamnée ? Et ça va nous amener à quelque chose dont on vous parle pas souvent, mais on va en parler, de l'énergie. Notamment, ils n'ont pas été condamnés, l'Europe, l'Espagne et le Portugal, quand ils ont quitté l'accord électricité-gaz. À ma connaissance, ils n'ont pas eu des sanctions. On va en parler juste après cette petite pause. À tout de suite avec Éric Zemmour, dans 2 minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien, vous savez que les informations se suivent, se succèdent, s'accumulent, mais ne se ressemblent pas. Par exemple, on a appris là que le Sénat, vous savez qu'il était question d'un moratoire sur l'éolien et le photovoltaïque. Monsieur Grémillet, exactement. Non mais précisez, André. Non mais on va vous laisser parler de Monsieur Grémillet, je sens que vous en avez envie. C'est très important. Ce moratoire, c'était le moratoire sur les éoliennes. C'est ça. Et le photovoltaïque également. Exactement. Et il y avait la possible réouverture de Fessenheim qu'on avait. Hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le Sénat a dit, il n'est pas question. Circuler, il n'y a rien à voir. Le moratoire, il n'y aura pas de moratoire. Les éoliennes en mai, on est parti. Et je vous donne quand même cerise sur le gâteau. Madame Pannier-Runacher a dit que c'était important. Pourquoi ? Parce que la France se réchauffe beaucoup plus vite que les autres pays. Nous avions donné ça, c'est formidable. La France seule, oui, elle se réchauffe. Voilà, 4 degrés de plus pour la France. Magnifique. Bon. Alors, vous avez raison de poser cette question, elle est essentielle. Vous pourriez rajouter d'ailleurs que, vous savez qu'au Sénat, la majorité appartient à LR et aux centristes. Et vous pourriez rajouter qu'à l'Assemblée, les députés LR ont refusé de voter l'amendement Grémillet. Ils se sont abstenus. Alors rappelez l'amendement Grémillet, c'est sur le moratoire. L'amendement Grémillet, c'est un député, M. Grémillet, qui demandait le moratoire, c'est-à-dire qu'on arrête la construction de tout éolienne. Ça. Et je dois rendre hommage, d'ailleurs, parce qu'on me dit toujours que je critique le Rassemblement National, mais là, vous voyez, je rends hommage au Rassemblement National qui a voté pour ce moratoire. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Moi, j'irais simplement plus loin, je demanderais le démantèlement des éoliennes qui existent et le remboursement par les fabricants des dizaines de milliards de subventions, parce qu'on va arriver à ça quand même, hein, il faut le rappeler tout. Alors, essayons de comprendre tout ce qui se passe. Depuis des années, on a construit des éoliennes en pagaille avec des subventions énormes, parce que ce n'est absolument pas rentable, des subventions qui vont à des dizaines et des dizaines de milliards par an. Je crois qu'on est à 50 milliards par an, c'est colossal. Et une centaine de milliards en Allemagne, pour parler que de l'Allemagne. Attendez, ne mélangez pas tout. D'abord en France, on va parler de l'Allemagne, ne vous inquiétez pas. Alors que, contrairement à l'Allemagne, nous avons un réseau de centrales nucléaires 58 centrales nucléaires, qui a été construit à partir du plan Messmer, 1973. Messmer était Premier ministre de Georges Pompidou. Donc vous voyez, les deux visionnaires avec le général de Gaulle, c'était de Gaulle, Pompidou, Messmer, et il faut rendre hommage à M. Giscard d'Estaing, qui, dans son mandat, de 74 à 81, a fait construire les 58 centrales nucléaires qui avaient été programmées par M. Messmer en 1973, après la crise du pétrole, vous vous en souvenez évidemment. Bien, ça, c'est ce dont on hérite. Nous étions à la pointe de la technologie nucléaire. Le monde entier, absolument, le monde entier nous admirait et nous imitait. Et puis, évidemment, les écologistes, les escrologistes, comme dit Franz-Olivier Gisbert,
se sont jetés là-dessus comme la vérole sur le bas clergé, aidés par les socialistes, aidés par M. Jospin, aidés par M. Hollande, aidés par M. Macron, qui a été leur exécuteur testamentaire, aidés par M. Hulot, le grand astrologiste, et c'est Mme Voynet qui s'est battue à Bruxelles pour torpiller. Et elle s'en est vantée. Elle s'en est vantée. Tous ces gens-là torpiller sont le nucléaire, vraiment des criminels pour détruire la filière nucléaire française. Nous avons fermé Fessenheim, je l'ai visité pendant la présidentielle, qui était un bijou entièrement rénové, André Berkoff. C'était la plus vieille et en même temps la plus neuve. Donc tout ça a été fermé, a été démantelé. C'est pour ça que malheureusement, je ne vous suis pas complètement sur la réouverture de Fessenheim, parce que malheureusement, je crois qu'on est allé au-delà de ce qui était possible. Mais passons. Je ne le souhaite pas, mais voilà, constatons que... moi aussi, j'aimerais la réouverture, mais malheureusement, je crains que ce ne fût pas possible. Bon. Pendant ce temps-là, les Allemands, puisque vous avez parlé des Allemands, abandonnaient le nucléaire et se jetaient à corps perdu dans les éoliennes et dans le photovoltaïque et le solaire. Il faut bien comprendre que d'un côté, nous avons une énergie sûre, souveraine. C'est la France qui l'a. Alors que les éoliennes, c'est fabriqué par les Allemands et par les Chinois. Les seuls qui profitent des éoliennes, c'est le BTP, Bouygues et compagnie. Mais à part ça, aucun Français. Donc, souveraine, sûre, aucun accident en France, pilotable, comme ils disent, c'est-à-dire que quand on a besoin d'électricité, l'énergie nucléaire le fournit, parce que vous savez que l'électricité n'est pas stockable, donc c'est un sujet, et française. Donc, vous voyez, et en plus, cerise sur le gâteau, qu'ignorait d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, M. Mesmer et M. Giscard d'Estaing, l'énergie nucléaire est la moins émettrice de gaz à effet de serre. Ce qui fait que la France représente 1%... C'était gagnant-gagnant. Oui, 1% des gaz à effet de serre mondiaux. Donc quand on casse les pieds aux Français, j'ai envie de leur dire, mais allez voir les Chinois, ils représentent 30% du gaz à effet de serre. Plus les Russes, plus l'Inde, c'est 70%. Vous avez gagné. Plus les Américains. Et puis c'est fini. Il n'y a plus personne. Nous, on est ridicules là-dedans. On pourrait faire tous les efforts du monde, ça ne sert à rien. Bon. Donc, revenons à nos éoliennes, qui ne représentent que 2% de la consommation d'électricité, c'est-à-dire rien, alors que ça nous coûte des centaines de milliards de subventions. Il y a quelques personnes derrière qui s'en sont mis plein les poches. Et là, cher André Berkoff, on arrive à l'Europe. Ça va vous faire plaisir, parce que je vais expliquer exactement la perversité européenne. Première perversité européenne, on nous a imposé, quand je dis nous, je veux dire à EDF, mais EDF c'est nous, puisque c'était évidemment un établissement public. On a imposé à EDF de vendre pendant des années une partie de son électricité, je crois 25%, à un tarif très modeste, 42 €, pour créer de la concurrence. C'est ça. Donc, mais c'est l'Europe. Oui, c'est l'Europe, absolument. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. C'est l'Europe et c'est le gouvernement français qui a accepté. Parce que le gouvernement français pouvait dire non. Oui. Bon, il a accepté, il s'est soumis. Bon. L'Europe impose donc ça, ce qui fait qu'il y a des gens, moi j'appelle ça des parasites, qui n'ont absolument rien construit, ni centrale nucléaire, et qui n'ont rien produit. Et qui ont encaissé. Oui, qui ont encaissé parce que ils ont acheté à EDF l'électricité à 42 €, ils l'ont revendue à 80, 100, 200, 300 quand il y a eu la crise, la guerre en Ukraine. Alors là, les mecs sont devenus milliardaires. Bravo pour eux, avec notre argent, mais passons. C'est ce qu'on appelait le tarif ARENH. Ce tarif ARENH, moi, ça fait des années pendant la présidentielle, j'ai proposé qu'on en sorte. Vous avez vu face à Bruno Le Maire. Voilà, face à Bruno Le Maire, qui avait l'air complètement de découvrir la Lune, mais passons. Et le problème, c'est qu'en 2025, ce tarif ARENH arrive à son terme. Donc, on n'a plus à en sortir, c'est fini. Bon, très bien, on peut dire ouf. Eh ben non. Parce que l'Union européenne nous impose désormais, dans le cadre du marché européen de l'énergie, la priorité donnée aux éoliennes. Je vous explique, cher André, parce que c'est à la fois compliqué et très simple. L'Union européenne impose. Absolument, dans le cadre du marché. Je vous explique. Allez-y. Imaginez, vous avez du vent. Donc, les éoliennes tournent. Donc, ils produisent de l'énergie. Là, on doit tout arrêter. Oui. Arrêter le nucléaire, les centrales, etc. Oui, André, oui. Arrêter les centrales nucléaires. Pour laisser passer, parce que je vous ai dit que l'électricité ne se stockait pas. Bien sûr. Pour laisser passer l'électricité qui vient des éoliennes.
Et alors, écoutez-moi bien, même si le vent et si l'électricité vient des éoliennes allemandes. Ah oui. Oui, on arrête sûr. quand même les centrales. Les centrales françaises, même si ça vient des éoliennes allemandes. Oui, mon cher André. Très intéressant. Oui, c'est très intéressant, oui. Voilà des phénix, des Mozart, vraiment. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Ouais. Donc vous comprenez bien que c'est ça qui dérègle les centrales nucléaires. Parce que, comprenez, c'est pas une voiture, la centrale nucléaire. On passe pas la première et on passe pas la marche arrière. C'est des choses de très haute technologie. Donc ça a fini par dérégler les centrales nucléaires. Première chose. Oui, ces arrêts à répétition, etc. Exactement. D'accord. Deuxièmement, quand il n'y a pas de vent, bah là, c'est les centrales. Exactement, c'est les centrales nucléaires. On est bien content. Quand il y a du vent et qu'il n'y a pas assez de consommation électrique, eh ben on vend à perte. Et donc on vend le nucléaire à perte. Alors qu'on a gagné, on a travaillé depuis 50 ans là-dessus. Donc, quand on veut faire un moratoire, et quand on dit, dernière chose, il faut donc, pour moi, sortir de ce marché européen de l'énergie, pour ne plus être soumis à la priorité donnée à l'éolien. D'accord ? Attention, je précise, parce que j'ai entendu beaucoup de mensonges, en particulier de la part de M. Copé. Monsieur Copé dit, si on sort de ce marché européen, ça veut dire qu'on supprime les interconnexions. Vous savez, les interconnexions, André, c'est simple, c'est que si les Allemands ont besoin d'électricité, on leur vend. Si les Français ont besoin d'électricité, les Allemands nous vendent. Vous voyez, quand je dis les Allemands, ça peut être les Italiens, ça peut être vous avez compris, évidemment. Ça, c'est les interconnexions, mais ça a toujours existé. Ça n'a aucun rapport avec le marché européen de l'énergie, vous comprenez ? Ça, c'est la vente de pays à pays. Mais ce n'est pas le marché organisé par la Commission avec la priorité donnée à l'éolien. Si je me permettais une plaisanterie que vous apprécierez, vous, je sais, M. Copé ment et il ment en allemand. Parce qu'on a découvert qu'il était l'avocat d'une grande entreprise allemande, donc d'éolien, qui exige d'une petite commune française qui refuse les éoliens 44 millions. Éric Zemmour, vous soupçonneriez Jean-François Copé de conflit d'intérêts ? Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, moi, j'entends exactement ce qu'il dit. Et j'ai pas fini. Et j'ai pas fini. Allez-y, parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent vous parler. Mais allez-y. ALR, vous avez remarqué que M. Retailleau, qui par ailleurs tient des discours pro-nucléaires, il nomme M. Copé à la tête du programme, et il nomme M. Vermorel, un député qui était à la pointe du lobby éolien. Vous n'avez pas le sens de l'amitié, c'est ça, Éric Zemmour. Moi, en tout cas, j'ai le sens du double discours. Moi, j'évite normalement, mais là, il y en a qui ne se gênent pas. C'est intéressant, en tout cas. Et dernière chose, André, parce que c'est très important. Allez-y. Pourquoi la France est ainsi soumise au lobby de l'éolien, à la Commission européenne et à tout ce que je vous ai décrit, alors qu'on a le nucléaire ? Je crois avoir trouvé la raison. Vous savez qu'on est hyper endetté, 3300 milliards. Certes. Et que la moitié de notre dette est tenue par les grands fonds de pension, anglo-saxons, BlackRock et les autres. Et compagnie, oui. Et ces gens-là, j'ai découvert récemment qu'ils avaient beaucoup investi dans l'éolien. Ah là là, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Merci. Et voilà, écoutez, on va faire une dernière petite pause, 0826 300 300, si vous voulez parler avec Zemmour, mais je dirais quelque chose, mais allez, je le dirai après la pause, sinon il faut prolonger l'émission d'une demi-heure, sinon ça va pas. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges, c'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Éric Zemmour et nous avons, je crois, mot d'un auditeur. Renaud, oui, c'est Renaud, Noisy-le-Sec. Bonjour Renaud. Bonjour André, j'espère que vous allez bien. Ça va. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour monsieur. Oui, je vous écoute avec intérêt. L'émission d'André Berkov est toujours très intéressante. Merci. En raison du pluralisme et de la qualité des invités. C'est grâce à André. J'avais une question. Allez, on partage. Oui, allez-y Renaud, allez-y. Qui, dans son discours, fait preuve toujours d'une certaine forme de volontarisme politique. Là, il a évoqué en début d'émission
lui est cher, on va dire. Mais à un moment donné, donc vous disiez tout à l'heure que c'était une question de volonté politique au niveau français et qu'effectivement il fallait revoir le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui effectivement ne voit pas les choses de la même façon que vous ou d'une majorité de Français en tout cas. Mais j'ai l'impression que vous minorez un petit peu la problématique de l'Union européenne parce que en admettant que vous ayez réussi à réduire, je dirais, la capacité d'action du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, peut-être en utilisant un spoil system, pourquoi pas, en mettant des gens, on sait très bien que pour gouverner un pays, il faut à peu près entre 1000 et 2000 personnes qui pensent à peu près la même chose que vous, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Certes. Vous dites l'obstacle européen, qu'est-ce qu'on fait de l'obstacle européen, c'est ça? L'obstacle européen, je rappelle quand même... Parce qu'Éric Zemmour se souvient du traité d'Amsterdam qui a été signé par la France et qui en fait autorise Bruxelles, l'Union européenne, à mener des politiques d'immigration. Ça devient une prérogative communautaire. Et qu'est-ce qu'il peut répondre par rapport à cette problématique-là? Merci. Écoutez, cher monsieur, je crois avoir répondu assez longuement. Je ne voudrais pas me répéter, je crois avoir répondu assez longuement à André Berkoff puisqu'il m'a posé la même question que vous. Je voulais simplement vous dire que ce sont en dernier ressort les États qui décident par rapport à Amsterdam, au temps d'Amsterdam. Aujourd'hui, nous avons une majorité de pays qui veulent arrêter l'immigration. Les deux derniers pays, que sont la France et l'Allemagne, qui bloquent et qui aident la Commission, parce que je ne nie pas du tout que la Commission européenne ait un agenda immigrationniste, je ne le nie pas du tout. Je dis simplement que si la France vient en soutien de tous les pays européens qui déjà veulent arrêter l'immigration, et qui l'arrêtent, je tiens à le dire, que la Commission ne fait rien contre le Danemark, rien contre la Suède, rien contre l'Italie. Donc je tiens à rappeler ça. Déjà, et avec la France, je pense que ça sera décisif, nous pourrons renverser vraiment le rapport de force. Alors, dernière question magnifique, je vais poser la seule question que vous pose tout le monde, mais moi j'ai envie de revenir un peu à la foule, c'est bon. Vous allez vous présenter en 2027 ? Écoutez, oui, je ne pouvais pas ne pas faire. Je ne vais pas vous répondre maintenant. Pourquoi ? Parce que, vous ne voulez pas me donner ce scoop qui va être pris par tout le monde ? Non, je ne vous donnerai pas ce scoop. Je travaille, j'ai réorganisé mon parti Reconquête après les troubles de la trahison qui, comme vous avez vu, ne leur a pas porté bonheur. Et maintenant, nous travaillons, nous voyons, je vois mes militants, je vois des Français toutes les semaines, je me déplace dans toute la France. Et vous êtes optimiste ? Non, j'essaye d'être le plus rationnel possible, le plus raisonnable possible. Je travaille. Voilà, je travaille, c'est tout ce que j'ai à dire. Avec mon parti Reconquête, je travaille. Avec Sarah Knafo, je travaille. Et le reste nous sera donné de surcroît. Nous verrons. La situation politique est très confuse. Elle est complètement imprévisible. D'ailleurs, quand vous discutez avec des sondeurs, ils vous disent qu'ils sont dans le noir complet. Ils ne comprennent pas grand-chose. Et ils ne devinent pas grand-chose. Donc, nous verrons bien le jour venu, quand il faudra savoir si je me présente ou pas. Eh bien, écoutez, nous verrons bien aussi, et à mon avis, nous nous reverrons avant 2027. Merci Éric Zemmour. Merci à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons